l'Assemblée nationale, le nombre des députés. Ravi de vous retrouver sur les antennes de la RTS2 pour ce nouveau numéro de Midi Actu. Nous sommes aujourd'hui le 13 décembre 2018. Voici le sommaire du jour. L'Assemblée nationale, le nombre des députés. Voilà donc, dans ce numéro de Midi Actu, aujourd'hui, nous avons un invité de marque, un invité qui est un entrepreneur né, qui fait beaucoup d'actions vraiment pour l'emploi des jeunes ici au Sénégal. Il s'agit bien sûr de Monsieur Manar Sall. Bienvenue à vous, Monsieur Sall. Merci de m'avoir. Alors, vous êtes d'abord l'initiateur de la plateforme 3E Exact. Et bien sûr de l'émission qui est diffusée sur la RTS 1, Absolument. 3E également. Absolument. Est-ce que vous pouvez un peu revenir sur le concept ? Alors, le concept 3E fait suite à un certain nombre de constats. Le premier constat est que nous avons une population jeune. La moyenne d'âge au Sénégal est autour de 19 ans. Donc, le problème de l'emploi des jeunes se pose d'une manière ou d'une autre. Donc, on s'est rendu compte qu'il était difficile pour certains jeunes de conceptualiser leurs projets. Ils avaient des idées, mais ils avaient du mal à conceptualiser leurs projets. Donc, on s'est dit, on va les aider dans ce sens-là, à écrire des business plans, etc. Et après la conceptualisation du projet, généralement, ces jeunes avaient du mal à trouver des financements. Donc, on veut les aider aussi dans ce sens-là. Donc, aider ceux qui ont des idées pour en faire des projets et aider ceux qui ont des projets pour trouver des financements. C'est ça le concept 3E. Voilà. Mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, nous avons invité donc Monsieur Sall parce que c'est un entrepreneur né. Et aujourd'hui, jeudi 13 décembre 2018, nous allons justement parler d'entrepreneuriat. Mais ça, bien sûr, ce sera dans la dernière partie de l'émission. Tout de suite, nous venons à l'actualité internationale. Précisément en France, c'est l'horreur à Strasbourg après cette fusillade qui a eu lieu donc ce mardi. Le bilan, 3 morts et une douzaine de blessés. À l'heure actuelle, le meurtrier est toujours en cavale. Les détails avec nos confrères de France 24. Il est un peu plus de 20h30 heure française lorsqu'une fusillade éclate dans le centre de Strasbourg. Les coups de feu sont partis de la rue des Orfèvres à une dizaine de mètres de la place Kléber, là où se situe le célèbre marché de Noël, en place depuis le 23 novembre. Le tireur serait entré dans le périmètre sécurisé du marché par le pont du Corbeau. Il s'est ensuite dirigé vers le centre. Des tirs avec des militaires de la force Sentinelle ont été échangés. Une opération de police infructueuse a eu lieu dans le quartier de Neudorf, au sud de la ville. L'assaillant est toujours recherché. Le marché de Noël de Strasbourg est l'un des plus fréquentés d'Europe et bénéficie d'une sécurité renforcée. En 2000, il avait fait l'objet d'une tentative d'attentat. Sur ces images Twitter filmées par un journaliste sur place, la police ordonne au public de se mettre à l'abri. Un témoin raconte les scènes de panique. J'ai entendu d'abord plusieurs coups de feu et je me suis dit c'est peut-être des pétards ou bien ils sont en train d'attaquer un magasin. J'ai vu plein de gens courir et ils étaient affolés, des enfants qui pleuraient et tout. Après j'ai dit à mon avis ça doit être très très grave. La préfecture du Grand Est a appelé les habitants à rester chez eux et à ne pas relayer les rumeurs. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, est à Strasbourg et gère une cellule de crise depuis la préfecture. Le président Emmanuel Macron s'est rendu, lui, place Beauvau, à la cellule de crise interministérielle. Selon la police, le suspect âgé de 29 ans est connu de la justice pour des faits de droit commun et fiché S. La section antiterroriste du parquet de Paris est saisie de l'affaire. Le procureur se rend également sur place. Le Parlement européen, situé à 10 minutes en voiture du centre de Strasbourg, a été bouclé par mesure de sécurité. Aucune personne ne peut y entrer ou sortir pour le moment. Cette attaque rappelle celle de décembre 2016 lors du marché de Noël de Berlin. L'attentat au camion bélier a été revendiqué par l'organisation de l'État islamique et avait fait 12 morts.
Voilà, nous restons toujours en France pour parler cette fois-ci des Gilets jaunes. Les manifestants français comptent durcir le ton et passer à la phase 5 de leur mouvement d'humeur, et cela malgré les dernières sorties du président Emmanuel Macron pour un peu calmer le climat social. Une révolution citoyenne qui dure depuis pratiquement un mois. Les détails en images. Voilà donc, mesdames et messieurs, je rappelle encore une fois que nous sommes aujourd'hui avec Monsieur Manar Sall, qui est l'invité du jour. Monsieur Sall, on a vu ensemble les images de la situation actuelle en France, avec d'abord l'attentat à Strasbourg et puis la situation avec les Gilets jaunes. Quel est votre sentiment par rapport à ce qui se passe en France ? Par rapport à l'attentat de Strasbourg, on est tous attristés chaque fois qu'il y a une perte de vies humaines. Il ne devrait y avoir rien pour justifier le terrorisme, rien. Donc, d'autant plus s'il y a un pendant religieux, c'est-à-dire les gens se cachent derrière une religion qui est censée être une religion de paix pour pouvoir justifier leurs actes, effectivement, nous ne pouvons pas bien le vivre. Donc, 1, 2, 3 personnes, c'est beaucoup trop, quelles que soient les revendications qu'on peut avoir. Par rapport aux Gilets jaunes, mon sentiment est encore mitigé parce que les gens puissent s'exprimer, qu'ils puissent contester, qu'ils puissent dire qu'il y a un problème, c'est normal, qu'ils puissent demander à leurs dirigeants de faire des efforts pour améliorer leur vie quotidienne, c'est normal. Et je pense que ce mouvement est parti de là. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une cristallisation de tous les problèmes, de leur niveau de vie, etc. Il y a un moment où la liste est beaucoup trop longue et il est difficile de demander à un gouvernement, sur un délai aussi court, de pouvoir régler tous les problèmes en même temps. Donc, il y a un moment où il faut aussi savoir revendiquer, savoir contester, mais il y a des limites à ne pas dépasser. Du vandalisme, etc. Exact. Rien ne peut le justifier aussi. Donc, il faut qu'on pose les problèmes, il faut qu'on discute, il faut que chacune des parties... Exact, on essaie de trouver des solutions. C'est seulement la concertation qui permettra de faire ça. Donc, voilà. Maintenant, ils ont contesté. Maintenant, il faut aller à la phase de concertation, arriver à trouver des solutions pour adéquates. Exactement. Nous allons peut-être maintenant parler de quelque chose d'un peu plus gai. Est-ce que vous aimez le football? Oui, je suis un amateur de foot. Quel est votre club favori? Le Paris Saint-Germain. Vous parlez de foot? Voilà. Ouais, c'est le Paris Saint-Germain. Très bonne nouvelle alors pour les fans du ballon rond et justement pour les fans du Paris Saint-Germain, parce que le Paris Saint-Germain s'est justement donc qualifié pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Il sort leader du groupe C. Il est surtout devant donc les Reds de Liverpool, eux aussi qualifiés pour ces 8e de finale. Comment est-ce que vous avez vécu ce match? Non, je pense que Paris mérite entièrement cette qualification. Il faut savoir qu'après le tirage, il y avait quand même 3 grosses équipes dans la même poule que Paris. Donc il y avait Naples, il y avait les Reds de Liverpool et Paris. Et donc l'équipe qui était censée être la plus faible, qui est l'Étoile Rouge de Belgrade, Paris a fait le plein contre cette équipe-là, donc a eu les 6 points. Et donc c'est certainement ça, c'est à ce niveau-là que Paris a pu faire la différence. Mais aujourd'hui, on le sait tous, depuis l'ère Qatari, Paris a une attaque de feu avec sa MCN, exactement, voilà. Mbappé, Cavani et Neymar. Donc je ne suis pas très surpris, j'étais plutôt déçu que Naples ne puisse pas passer parce qu'effectivement il y avait ils ont quand même fait un bon jeu. Voilà, ils ont fait un bon match. Sur cette phase de poule, ils ont eu de très bons matchs. Et il fallait forcément qu'un des Sénégalais soit éliminé. Donc si Liverpool passait, Naples ne pouvait pas passer. Exactement. Est-ce que vous gardez espoir pour la première étoile? Pour PSG, pour le PSG oui, je pense que l'équipe monte en puissance. Le problème du PSG, tout le monde, on en parle tous les jours, c'est qu'il y a le championnat de France où Paris domine, caracole en tête, et le championnat, il y a 2 championnats, il y a le Paris et puis le reste. L'équipe qui finit 2e du championnat de France, pratiquement, peut être considérée comme l'équipe championne. Et après, ils ont des matchs un peu plus difficiles quand ils arrivent au niveau de la Champions League.
Donc c'est le passage, c'est la gestion entre la Première Ligue française et Champions League qu'il faut peut-être mieux manager. Mais je pense qu'ils ont plus ou moins maintenant maîtrisé l'aspect tactique avec une très bonne attaque, les trois, les MCN, et au niveau de la défense à 3, avec Thiago et Marquinhos et Kimpembe. Je pense que Paris est bien armé pour aller loin dans cette Champions League cette année. Voilà, donc sans transition, mesdames et messieurs, nous passons à la chronique culture du jour avec Dakar et sa banlieue qui abrite la 7e édition du parcours. 23 espaces d'exposition sont donc mis en place. Les passionnés pourront donc prendre part au vernissage et ce jusqu'au 15 décembre suivant, mesdames et messieurs, ce reportage de Maïmounassi. Pour une première participation au parcours, la Villa des Arts accueille plusieurs artistes du monde, tous animés d'une même passion, la photographie. À travers les pellicules, ils présentent les grandes cités, mais sous un autre œil. Nous avons en fait une exposition de photos avec 11 artistes de plusieurs pays. Donc on a 3 artistes sénégalais, et donc une franco-sénégalaise, Cora Porte Ndiaye, et une française, Hélène Ko, avec Lebon, un artiste du Congo-Brazzaville, et Lila Gazelle, une artiste de la Côte d'Ivoire, avec David Palassin de l'Espagne. L'idée, c'était en fait, par rapport à ces artistes-là, de demander à tout un chacun quel est en fait ce clin d'œil, ce cliché qu'ils portent en fait sur la ville à travers cette exposition. Ainsi donc, le visiteur est invité à faire un petit parcours dans la Villa des Arts, un espace privé qui a récemment ouvert ses portes aux artistes, notamment aux photographes. Dès que la fédération participe à une exposition, ça rentre dans un cadre international. Même si le parcours, c'est plutôt local, mais l'expo ici rentre dans un contexte international parce que c'est une variété d'artistes qui présentent leur travail. Et ça donne une autre touche par rapport à cette exposition. Je présente Snapshot Reflection. Snapshot Reflection, c'est un travail que j'ai fait sur plusieurs villes européennes. Cela dit, Berlin, Aachen, Bruxelles, Gand, Amsterdam, Barcelone et Las Palmas. Donc l'idée de ce projet, c'était en tant qu'Africain d'avoir un regard sur l'Europe. Les gens sont un peu étonnés parce que la plupart des gens, quand ils regardent le travail, ils se disent qui a fait ça, ils pensent que c'est un Européen. Et je voulais juste préciser que sur ce projet, je travaille avec l'écrivaine Ken Bougoul parce que c'est un projet de livre où moi-même je fais les photos et ensuite je donnerai les images à Madame Ken Bougoul qui va écrire sur le travail. Je suis beaucoup dans l'humain, dans tout ce qui est relations humaines et particulièrement ma démarche cette fois-ci elle parle ce que je présente aujourd'hui ça parle vraiment de nous, du fait que nous gardons toujours notre part d'enfance. En tant qu'adulte, on peut être, c'est vrai, des adultes, mais on a toujours cette fibre d'enfant qui reste en nous. Et le fait d'avoir présenté donc, ces enfants dans ce différents contextes de jeu, ça nous réveille, ça réveille toujours ce petit souvenir d'enfance qu'on a, à notamment jouer avec l'eau qui est essentielle dans notre vie de tous les jours. 90% de notre corps est lié à l'eau, à la nature. Et comme je suis très portée sur la spiritualité avec la nature, donc je révèle aussi dans mon travail ce côté-là. D'autres artistes ont promené leur objectif à travers Dakar, dans des endroits emblématiques comme le quartier de la Médina ou encore le marché aux poissons de Soumbédioune. L'exposition Réverbération des pellicules est encore en cours jusqu'au 8 janvier prochain à la Villa des Arts, créée et aménagée par l'artiste photographe Ousmane Ndiaye Dago. Merci beaucoup donc Maïmounassi pour ce focus sur les villes africaines vues par les photographes. Nous passons à l'actualité bien de chez nous, mais en bref.
Voilà donc, mesdames et messieurs, ce jeudi est donc prévue la cérémonie de lancement de la plateforme opérationnelle de sécurisation des élections, pause à partir de 13 h. Une occasion donc pour les participants de procéder à la signature de la charte des parties prenantes par les candidats et leaders des autres parties prenantes et à la présentation public de la plateforme en ligne de recensement des électeurs confrontés à des difficultés pour obtenir leur carte. Deuxième actualité, toujours en bref, après Dakar, Fatick passe à la production des permis de conduire numériques selon l'agence de presse sénégalaise. La cérémonie de lancement de ce programme s'est déroulée dans les locaux de la Direction générale des transports routiers de Fatick en présence du gouverneur de la région, Souleymane Ciss, à qui le premier permis de conduire numérisé a été remis. Voilà, mesdames et messieurs, tout de suite, nous passons à la dernière partie de cette émission. Je vous l'annonçais en début d'émission, aujourd'hui nous allons bien sûr parler d'entrepreneuriat avec notre invité, Monsieur Manar Sall. Mariam Mag nous a proposé justement un reportage sur l'entrepreneuriat, un volet social et aussi qui touche les femmes. Voyons ce qu'elle nous propose. Sénégal. Depuis plusieurs années, on constate un engouement entrepreneurial, un phénomène qui fait pousser des ailes à de plus en plus de jeunes. Il n'y a pas longtemps qu'on est en train d'être financé par des structures renommées qui nous ont boosté à un peu aller par rapport à nos projets et de se lancer pour l'entrepreneuriat. Enclins non seulement à créer leur propre société pour pallier le manque de travail présent au Sénégal, mais aussi pour répondre aux besoins des populations. Ils sont nombreux à investir dans plusieurs domaines. Je suis dans le multiservice, donc je suis dans le business, voilà. Donc il y a aussi quelques gens de nos membres qui sont dans la sérigraphie, dans la couture et diverses corps de métier. Conscient du rôle que peut jouer un secteur privé fort et structuré dans le développement économique et social du pays, certaines personnes marquent leurs empreintes dans le secteur entrepreneurial. Par rapport au projet qu'on est en train de mettre en place pour l'association AFET, c'est l'association des entrepreneurs handicapés de Dakar. Voilà. Et puis on est en train d'essayer de secouer un peu les choses, de se mettre en page et de participer aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour le développement de notre pays. Merci beaucoup Mariam Mag. Je pense que Monsieur Manar Sall, on touche vraiment un secteur que vous connaissez, à savoir l'entrepreneuriat. Vous avez suivi donc le reportage de ma collègue et aujourd'hui justement nous vous avons choisi pour parler de ce volet aussi bien social mais aussi l'entrepreneuriat féminin. Le volet social, on voit que ça se développe au Sénégal, mais est-ce que c'est quelque chose de nouveau? Non, je pense que je vais rebondir un peu sur l'élément qu'on vient de voir. Si le Sénégal doit ou veut se développer, on devra passer par l'entrepreneuriat des jeunes, de manière générale. On a aujourd'hui énormément de jeunes qui sont diplômés, même de l'enseignement supérieur, et qui ne vont pas pouvoir trouver tous des emplois. Donc il faut qu'on oriente les gens vers l'entrepreneuriat, qu'ils se prennent en charge et qu'ils développent eux-mêmes leur entreprise. Ça, c'est la seule façon, à mon avis, de développer ces pays-là. Donc, à partir du moment où on a mis en place ces mécanismes-là, on permettra au pays de se développer. Donc, il faut qu'on motive les jeunes à créer leur propre entreprise. Mais si on se retrouve à avoir une société où tout le monde entreprend, comment est-ce que ça va se passer tout ça? Ce n'est pas gênant. Tant et aussi longtemps qu'entreprendre veut dire trouver des besoins, donc un marché, et apporter des produits ou des services dont ce marché a besoin. Donc, il n'y aura jamais trop d'entreprises. Je ne pense pas. Et surtout dans des pays comme les nôtres, où effectivement, même quand un secteur est ce qu'on peut dire saturé, on a la possibilité d'avoir une entreprise et de faire la différence. Comment? Mais c'est simple, je le dis souvent. Aujourd'hui, si vous avez, quel que soit votre domaine dans lequel vous voulez agir, et que vous apportez un service à la clientèle, vous pouvez faire la différence. Parce que malheureusement, on a encore des problèmes à ce niveau-là. Quelle que soit
l'activité dans laquelle vous voudrez vous lancer, si vous donnez un service de qualité, je peux vous dire que vous pouvez faire la différence. Donc, ça, mais si je prends l'exemple de la coiffure ou de la couture, exact. Ce sont quand même deux secteurs assez saturés au Sénégal. Exact. En fait, si vous voulez parler d'entrepreneuriat féminin, il faut comprendre qu'il y a eu pendant pas mal de temps, dans la tête des gens, des métiers pour femmes et des métiers pour hommes. Et pourtant, il y a des hommes qui sont dans ce genre de secteur. Exact. Donc, à partir du moment où on dit qu'il y a des métiers pour femmes, naturellement, quand une femme pense à un business, elle va s'orienter vers cette activité-là. Tout à fait. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, on est dans un pays où il y a beaucoup de « je vais copier l'autre ». Quand quelqu'un a réussi, pour nous, c'est facile de copier. D'accord? Donc, il faut qu'on sorte de ce mécanisme-là. Il faut qu'on sorte de ce schéma de pensée qui veut que quand quelqu'un a fait quelque chose qui a marché, c'est passé avec les télécentres, on voit ça avec la couture, on va voir ça avec la coiffure. Donc dès que quelqu'un fait quelque chose, ça marche, on y va tous. C'est pas comme ça, en fait, qu'on va aussi développer un pays. Il faut, quand vous êtes un jeune entrepreneur, regardez le marché, regardez les besoins du marché et arriver à trouver un produit ou un service dont a besoin le marché. Pas forcément copier l'autre. Je pense que, mais avec l'émission, je me rends compte qu'il y a énormément de projets. Vous parlez de l'émission 3E qui est diffusée sur la RTS. Exactement. Donc, avec cette émission, on s'est rendu compte que chaque semaine, on reçoit des centaines de jeunes qui ont des idées, que ce soit des hommes ou des femmes. Parce que moi, je ne crois pas à cette histoire de genre dans l'entrepreneuriat. Si j'y croyais, j'allais dire même que les femmes ont plus de chances de réussir quand elles montent leur business que les hommes. Pourquoi? La première, elle est liée à mon histoire. Ma mère a eu le premier restaurant africain moderne au Sénégal, à Dakar, pas loin d'ici. Et elle a été la première présidente des femmes chefs d'entreprise. Donc ça fait longtemps, on est dans les années 70, donc voilà, ça fait longtemps que l'entrepreneuriat féminin existe au Sénégal. Tout à fait. D'accord? Le deuxième élément, c'est que c'est connu. Quand une femme est à la tête d'une organisation, on a une augmentation de l'ordre de 34% dans la productivité. Donc ça, c'est quand même assez impressionnant. C'est considérable. Exact. Troisième élément, quand on demande pourquoi un leader doit réussir, quelles sont les aptitudes dont un leader a besoin, généralement, on nous dit qu'il faut la vision, il faut de la passion. Il n'y a rien, à mon avis, qui peut affecter au niveau du genre le fait qu'une personne ait de la vision ou ait de la passion. Au contraire, je pense que les femmes sont capables d'être plus passionnées que les hommes. Donc, avoir une vision, avoir une passion, rester focus, voilà les aptitudes nécessaires. Troisième, humilité. Quatrième, humilité. Humilité, je pense que les femmes ont plus d'humilité que les hommes. Quand les hommes sont à la tête d'une organisation, il y a toujours des problèmes d'ego. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc voilà, et donc pour moi, toutes ces choses-là font que l'entrepreneuriat féminin est aussi important que l'entrepreneuriat masculin. Je ne vois pas la notion de Parce qu'on a vu lors de votre dernière émission, donc sur la Une, que non seulement vous avez privilégié les jeunes, mais les jeunes femmes. Exact. Est-ce la raison pour laquelle? Absolument. Depuis qu'on a démarré, on en est à la 5e émission, on a eu à peu près 25 jeunes entrepreneurs qui sont venus présenter leurs projets. Sur les 25, on a eu 12 femmes. Donc on a eu 12 jeunes entrepreneurs qui sont venus présenter des projets dans des domaines aussi différents que des TIC à l'agriculture, etc. Donc, à mon avis, je ne vois pas de raison qu'on fasse le distinguo entre entrepreneuriat féminin et entrepreneuriat tout court. D'accord. Aujourd'hui, si vous deviez donner des conseils sur les niches dans lesquelles on peut vraiment entreprendre pour le développement, ce seraient lesquelles rapidement? Donc, une des niches sûres, c'est l'agriculture. Pourquoi? Tant qu'on n'a pas atteint l'autosuffisance alimentaire, il y aura des opportunités. Tant et aussi longtemps qu'on importera des produits alimentaires, il y aura quelque chose à faire. Donc, aussi bien au niveau de la production qu'au niveau de la transformation. D'accord? Donc, pour moi, une des niches les plus sûres, c'est d'avoir un produit qui soit un produit alimentaire. Là, on est sûr, on va toujours trouver des clients. Bon, mais par ailleurs, je dois dire que je vois énormément de jeunes filles qui sont aujourd'hui aussi dans tout ce qui est TIC. Donc, pour moi, il suffit que les gens regardent le marché de manière générale, regardent les produits dont ce marché a besoin ou les services et attaquent et développent une stratégie claire
mettre en place un business plan, qu'ils aient une vision claire. Important. Il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait pas où il va. Et puis après y aller. Trouver les moyens de faire, bien sûr, les projets. On les aide pour ces différentes étapes, aussi bien au niveau de la conceptualisation, donc le business plan, jusqu'à la recherche de financement. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Manarsal, d'avoir accepté notre invitation. C'était un plaisir pour moi. Voilà, certainement que la RTS2 va encore vous inviter parce que nous aurons certainement besoin de votre expérience et surtout de vos conseils en termes d'entrepreneuriat. Je remercie également la personne styliste entrepreneur également qui m'a habillée aujourd'hui. Il s'agit bien sûr de Coty Couture. Elle se trouve à la SICAP de Peul 3 et son numéro de téléphone est le 77 658 18 96. Mesdames et messieurs, nous vous remercions également. Midi Actu revient bien sûr lundi à partir de 12 h. On se quitte avec la météo. Merci également à l'équipe technique. À lundi. Nationale, le nombre des députés